ce qui est infiniment séduisant avec l'image de Cléopâtre, c'est qu'on a l'impression d'avoir à la fois l'icône planétaire la plus développée aujourd'hui, on peut revenir là-dessus, et au départ de quoi? De rien. Enfin de rien, c'est-à-dire de quelques pages essentiellement. En réalité, il n'y a pas de Cléopâtre sans les quelques pages de la mort de Cléopâtre chez Plutarque. Il n'y a pas de possibilité pour le mythe, il n'y a pas de possibilité pour l'icône. Mais justement, on pourrait renverser le propos et dire qu'il n'y aurait pas cette image planétaire de Cléopâtre aujourd'hui si on en savait davantage, probablement. Oui, absolument. Vous avez absolument raison. C'est un retournement de situation qui joue entièrement à son avantage. Et si elle était trop formatée, si les clous de la Cléopâtre historique étaient trop précis, si on la connaissait comme elle Jules ferait César, moins rêver. par exemple, si on la connaissait comme Jules César, probablement qu'il ne serait pas passé la même chose. Bien sûr, bien sûr. Elle tire grandement avantage de cette énigme, pauvreté documentaire, de cette énigme qui permet à chacun de l'inventer, de la fantasmer, de la rêver comme il a envie de le faire. Bon, il faut peut-être le situer, notre Plutarque en question. C'est un grec déjà. C'est un grec romanisé. Totalement, puisqu'on est au IIe siècle après notre ère, enfin début du IIe siècle après notre ère. Il écrit vraiment au moment de. C'est quoi, un siècle et demi après Cléopâtre, si je Oui. Oui, grosso modo. 2 siècles quasiment, enfin non, 1 siècle et demi, on va dire, après Cléopâtre. Il est, et c'est pas un ami de Cléopâtre, lui, pas du tout. Philosophiquement, c'est pas du tout ça. Vous savez que Plutarque a construit les vies des hommes illustres en faisant chaque fois des contrepoints entre le personnage admirable et puis le moins admirable. Et son héros à lui, c'est Marc-Antoine. C'est vraiment Marc-Antoine. Et Cléopâtre, elle intervient de façon... pièce rapportée. Oui, elle intervient dans le récit, mais de façon incidente, et elle est celle qui corrompt les valeurs romaines républicaines, de courage, de bravoure, enfin, d'action, et d'autres choses encore. C'est la grande corruptrice, et tout va être formaté à partir de là. Parce que finalement, après Plutarque, l'autre sommet dans la diffusion pré-culture de masse, pré-image de masse de Cléopâtre, c'est Shakespeare, bien sûr, l'immense Shakespeare. Mais Shakespeare ne fait que démarquer Plutarque. En fait, oui, mais enfin, il y a presque cohérence ou coïncidence entre le moment où Shakespeare va proposer Antoine et Cléopâtre, ça suit de quelques dizaines d'années, la traduction en anglais de Plutarque. Bien sûr. Je veux dire et que la traduction en français d'Amyot est quelque chose c'est ça. Mais je veux dire que on voit qu'il y a concomitance des temps, concordance des temps. Absolument, absolument de ce côté-là. Mais ce sont donc ces deux grands phares qui vont à travers tout le Moyen-Âge, on va dire, le Moyen-Âge est un peu particulier, mais le XVIe, le XVIIe, le XVIIIe siècle, le XIXe siècle est sans doute, on peut y revenir, le sommet dans le préjudice, puisque là vraiment il y a colonialisme, exotisme, sadisme aussi, il y a d'autres choses qui interviennent. C'est une image qui va être formatée par la vision de Plutarque, la vision des Romains. Et donc essentiellement le fait que Cléopâtre, pour les Romains, c'est une étrangère, c'est une femme, et c'est une étrangère très très dangereuse, non seulement parce qu'elle est la maîtresse de l'Égypte, mais elle a la légitimité. C'est la mère de Césarion, de l'enfant de César. Seul fils biologique attesté de donc, César. Elle est un danger mortel pour Auguste. Ce qui explique que, je peux dire un mot, mais Plutarque nous dit qu'elle s'est suicidée, et ça fait partie évidemment d'un retour d'image de Cléopâtre qui, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose d'admirable dans cette femme qui choisit sa mort. Les historiens sont convaincus qu'elle n'avait pas beaucoup le choix. Auguste, il était hors de question qu'Octave, allant devenir Auguste, la ramène en triomphe à Rome. C'était prendre un risque absolument inconsidéré. On lui a juste sans doute laissé le choix de sa mort, du type de mort qu'elle allait choisir. Oui, bon, bref, elle finit assez tristement, mais ça montre bien aussi quand même que déjà, dès l'époque, il y a une lutte de communication, dirions-nous aujourd'hui. On dresse un tableau qui correspond de la même manière que Jules César l'a fait avec les Gaulois. Enfin bon, je veux dire qu'on sert son propos, quoi. Toujours, ça c'est une constante à travers l'histoire humaine. Non, mais Octave a intérêt à noircir, si je peux me permettre. L'image de Cléopâtre. Bien entendu. C'est une barbare pour lui. Cela dit, ce qui est fascinant dans cette grande aventure des images, c'est de voir que Plutarque, c'est bien, mais ça reste dans un cercle d'érudits. Cléopâtre sort du Moyen-Âge, rentre dans les temps renaissants, l'époque moderne, avec une stature, je dirais, une surface
qui n'a rien à voir avec la surface qu'elle a obtenue aujourd'hui. C'est une surface qui a grandi alors que durant longtemps on l'a salie. Donc elle grandit en négatif, elle n'arrête pas de grandir. Aujourd'hui c'est différent. Donc c'est un phénomène, si on s'intéresse aux images sur la longue durée, si on s'intéresse au phénomène de l'icône, Cléopâtre est peut-être, c'est vraiment le cas emblématique au plus haut point, c'est le cas rêvé pour un tout iconologue, iconographe, enfin tout ce que vous pourrez imaginer comme possibilité d'aborder les images. On n'a pas mieux Cléopâtre, c'est une chose fantastique. Je reviens avec ce que je disais tout à l'heure. En réalité, on se dispute encore plus ou moins entre historiens pour connaître la véritable Cléopâtre, quoi, hein. Oui, mais la chose qui me paraît la plus importante à dire à ce sujet, c'est que on discute parce qu'on ne sait pas beaucoup. On connaît de mieux en mieux l'environnement de Cléopâtre, dans quel type de société elle a vécu, à différents points de vue. Mais il y a une chose sur laquelle tous les historiens vont être d'accord, c'est qu'elle n'est pas pharaonisée, égyptianisée comme l'image de Cléopâtre l'est aujourd'hui. Et là, c'est vraiment, on voit bien, ça peut se suivre, c'est vraiment l'expédition d'Égypte, l'égyptomanie, il y a un avant et un après. Tout ce qui vient d'Égypte, il y a la vague pour l'Égypte ancienne, pharaonique, l'égyptomanie va être telle à travers le 19e et le 20e siècle, et encore aujourd'hui, qu'on va pas, je pense que là c'est trop loin, on ne va jamais revenir, les historiens vont pouvoir raffiner encore leur image de Cléopâtre, montrant que c'était une grecque descendante de grecs. Je pense que là, je ne vois pas comment on puisse aller contre le bateau extrêmement lourd qui est d'une égyptianisation pharaonisante de la Cléopâtre, ce qu'elle n'était pas, ou alors vraiment très, très médiocrement. Oui, c'est ça, on peut pas, on supprimera plus les pyramides, quoi. Non. Pour le dire comme ça. Mais bon, ça vaut la peine quand même de s'arrêter un instant sur son origine, justement. Oui. Hein. C'est la Macédoine, c'est la Grèce, c'est une lointaine héritière d'un général d'Alexandre le Grand. C'est Alexandrie qui est... Apud Aegyptum, auprès de l'Égypte. Voilà, c'est ça. Non. C'est une espèce d'annexe... Il faut toujours se méfier de soi-même. Moi, je suis un spécialiste du monde grec et je ne voudrais pas me faire piéger par un grécocentrisme exacerbé. Évidemment que l'Égypte est un grand pays, mais... Et avec des réalités qui perdurent au-delà du changement politique et de l'arrivée des Gréco-Macédoniens. Alexandrie, nous dit-on, est une ville qui est extrêmement cosmopolite. Tous les rois et reines hellénistiques étaient endogames, se sont reproduits entre eux, pas beaucoup autrement. Qu'il y ait eu des cas de bâtardise au sein de la dynastie des Ptolémées. Mon Dieu, on ne prend pas beaucoup de risques aujourd'hui. Non, oui, mais enfin, là aussi, je pense qu'il faut faire preuve d'un minimum de réalisme. Cela dit, ce que l'on sait, c'est elle est la dernière, et elle est la première à pouvoir communiquer avec son peuple, c'est-à-dire elle est la première à pouvoir parler égyptien. Les autres ne parlaient que le grec ou un dialecte macédonien, gréco-macédonien, comme ça. Et non seulement elle parlait l'égyptien, mais elle parlait toute une série d'autres langues, ce qui contribuait de façon forte, nous dit-on, au charme qui était à ce charisme, pour l'exprimer dans un terme moderne, qui incontestablement était le sien et qui ne passait pas d'abord par un physique imbattable, smashing, et devant lequel les gens succombaient en tombant à la renverse. On nous dit plus tard, il dit même qu'il ne comprend pas très bien Antoine. À 2 reprises. Hein, il ne comprend pas très bien Antoine parce qu'il dit elle est plus moche que son ex-épouse. Exactement. Et alors, vous savez, dans l'historiographie, c'est toujours un topos, tous les rois sont grands, beaux et forts. Quand on vous dit qu'Alexandre était petit, c'est qu'il n'était vraiment pas grand. Quand on vous dit que Cléopâtre n'était pas la plus belle des femmes, c'est que pas de ce côté-là. Mais en revanche, et c'est pour ça que dans toutes les interprétations filmiques offertes par le cinéma, la télévision de Cléopâtre, ma préférée de loin est Lindsay Marshall dans la série Rome, qui est loin de la dactylo un peu écervelée que joue Claudette Colbert, qui est pas du tout Liz Taylor, mais dont on voit, et c'est ça qui est vraiment au cœur, je pense, de la Cléopâtre historique, qui a en effet
a mis dans son lit les généraux romains et les plus grands, César, Antoine. Ce qui est au cœur de ça, c'est que c'est la condition de la femme en Égypte, qui est supérieure à la condition de la femme dans la Rome républicaine, qui n'est pas bien brillante, et qui est évidemment le fait d'une reine, c'est-à-dire qu'elle était une reine hellénistique, c'est-à-dire qu'elle a été éduquée dans une cour où tous les soirs au dîner, je fais des anecdotes, enfin j'emploie des mots très modernes, mais c'est pour la représenter, mais il y avait le meilleur de l'intelligence, de la science, Alexandrie, qui est le lieu où la science s'est particulièrement développée à l'époque hellénistique, qui venait égayer les repas. Elle a été frottée de ça. Et par rapport peut-être que j'exagère de ce côté-là, mais par rapport aux Livie, Octavie, les matrones romaines, qui n'avaient pas beaucoup de culture, pas beaucoup de capacité de pouvoir mystifier ces généraux habitués à commander des troupes, mais qui tout à coup se retrouvaient devant une femme avec des stratagèmes, des ruses, et qui se faisaient enfarinés, véritablement. Ils ont dû être séduits au dernier degré. Ça a dû les amuser, ça a dû les surprendre, les amuser, et puis les ravir, en réalité. Je pense que c'est ça qui se passe au-delà de... C'est une femme brillante, dirions-nous aujourd'hui. Très certainement, au-delà du fait qu'elle est l'Égypte. Et l'Égypte, c'est les richesses, c'est l'or mythique égyptien, c'est le blé, vous avez tout à fait raison d'en parler. Donc ce sont des richesses colossales à l'aune romaine républicaine. Et indispensables, oui, oui.